Bonjour, bienvenue dans le podcast d'Algeria Watch. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir Raphaël Maison, qui est un spécialiste du droit international, qui a beaucoup intervenu sur les questions du droit international par rapport à Gaza, par rapport à l'ONU. Et nous avons aussi participation de Omar Benera, membre d'Algeria Watch, et nous allons discuter aujourd'hui autour essentiellement du Conseil de paix voulu par le président américain Donald Trump sur Gaza. Alors, bonjour Raphaël, bonjour Omar, merci Salut, d'être là. salut Conrad. Bonjour, Salut Raphaël. merci de votre invitation. Je suis très heureuse d'être avec l'équipe d'Algeria Watch. Merci. Alors, on L'équipe va aborder d'Algeria la... Watch est très contente de te recevoir également, cher Raphaël. Voilà. Oui, oui, absolument. Alors, je vais commencer, si vous voulez bien, avec la fameuse résolution du 17 novembre du Conseil de sécurité, qui a adopté le plan de paix de Donald Trump dans son intégralité avec ses 20 points et ce plan incluait un conseil de paix, une résolution qui ressemble au mandat accordé à la Grande-Bretagne pour la Palestine en 1920 par la Société des Nations. C'est, il y a des ressemblances. Raphaël Maison, quelle est votre lecture de cette résolution? Alors, j'ai une lecture vraiment très, très négative de cette résolution. Je pense qu'on est un certain nombre, juristes et non juristes, parce que moi, je suis surtout juriste, donc je m'exprimerai surtout en tant que juriste. On est un certain nombre, juristes et non juristes, à avoir quand même été très choqué de cette résolution. Donc, il y a des réactions extrêmement négatives de la part des observateurs, et moi, je m'associe tout à fait à ces observations extrêmement négatives. Alors, vous avez commencé à dire que c'était une résolution de type mandat sur la Palestine, mais en réalité, moi, je trouve que c'est pire, en fait, que... Je veux pas dire du bien des mandats, hein. Bien sûr, les mandats, c'était pas du tout satisfaisant, c'était la poursuite d'un système de type colonial. Mais dans les mandats, même si le mandat sur la Palestine est un peu spécifique puisqu'il intègre la déclaration Balfour, ce qui est évidemment problématique, mais dans la logique des mandats, il s'agissait quand même de donner le pouvoir à des États administrant des territoires et leur population dans leur intérêt et vers l'autodétermination. Alors, je ne dis pas que c'était un bon système, mais là, je dirais que c'est pire qu'un mandat parce que, il s'agit de donner le pouvoir à une personne, c'est-à-dire Donald Trump et son entourage. Et il ne s'agit pas du tout de prendre en compte le bien du peuple de Gaza, mais il s'agit de construire, grosso modo, pour simplifier, hein, il s'agit de construire la Riviera de Donald Trump, donc de faire du profit je veux dire, en s'accaparant le territoire, les ressources naturelles, la reconstruction, la destruction de Gaza. Alors même que, comme vous le savez, en 2024, la Cour internationale de justice a rappelé les règles fondamentales s'agissant de la Palestine, a rappelé qu'Israël devait se retirer de l'ensemble du territoire palestinien car il y avait des violations majeures du droit de la charte, du droit du peuple palestinien à disposer de lui-même. La Cour internationale de justice a rappelé enfin, la responsabilité d'Israël, l'exigence de réparation d'Israël, l'exigence de démantèlement du système d'apartheid. Et par ailleurs, la Cour internationale de justice avait aussi affirmé l'existence d'un risque sérieux de génocide à Gaza et obligé tous les États à prendre des mesures pour prévenir ce génocide et ne pas s'y associer. Donc, si vous voulez, on est face à un objet qui est complètement en contradiction avec ces normes fondamentales et qui organise finalement l'accaparement de Gaza par un clan. Moi, j'ai pas tellement d'autres mots, je suis pas économiste, mais
Je trouve que ça ressemble furieusement à une sorte de clan mafieux et qui va gérer pendant 2 ans. Ils ont un pouvoir pendant 2 ans au moins de gérer Gaza. Le Conseil de paix autorisé par la résolution, on ne peut pas appeler ça Conseil de paix, j'appellerais ça Conseil Trump, a donc euh, une personnalité internationale qui va lui permettre de conclure toute une série de contrats, notamment sur les ressources naturelles, mais aussi sur la reconstruction, qui pourrait lui permettre, hein, c'est pas encore en place. Et pour ce faire, la résolution autorise aussi le déploiement d'une force internationale, la force internationale de stabilisation. Moi, j'appelle ça la force d'occupation et de spoliation, qui doit être composée d'un certain nombre de contingents nationaux de différents États qui acceptent de participer au système. Et l'objectif, c'est donc de permettre la mise en place de ce conseil Trump, de ce conseil de spoliation mafieux, donc de permettre cette mise en place. Comment? Eh bien, en désarmant les groupes palestiniens par la force, en réalité. Donc, ce n'est pas du tout une opération de maintien de la paix qui est prévue et les États, dans leurs explications de vote sous la résolution 2803, ont signalé que c'est pas du tout ce qui était attendu à l'origine. Donc, c'est une force belligérante qui doit désarmer les groupes palestiniens pour installer ce conseil de paix. Et ce conseil de paix, enfin, vous avez vu le plan Trump, qui est quand même, je dirais, un chef-d'œuvre de la littérature corporate. Le premier point du plan Trump, c'est, je cite, Gaza doit être une zone, le plan est annexé à la résolution, une zone déradicalisée sans terrorisme qui ne fait peser aucune menace sur ses voisins. Donc là, on est dans une situation génocidaire et qu'est-ce qu'on nous dit? Que les victimes du génocide doivent encore être déradicalisées et pour qu'aucune menace ne pèse sur les auteurs du génocide, c'est-à-dire leurs voisins. C'est quand même absolument effarant. Quant au projet, ce qui est prévu, point 10, j'aime bien citer ce point 10 du plan Trump sur ce que devrait faire ce Conseil de paix, c'est-à-dire, entre guillemets, reconstruire Gaza, n'est-ce pas? Un plan Trump, nous dit-on, un plan Trump de développement économique visant à reconstruire et à dynamiser Gaza sera élaboré par un groupe d'experts ayant contribué à la naissance de villes prodigieuses parmi les plus modernes et prospères du Moyen-Orient. Nombre de projets d'investissement intéressants et d'idées de développement prometteuses émanant de groupes internationaux animés de bonnes intentions seront examinés, le but étant d'élaborer un cadre régissant à la fois les questions de sécurité, les questions de gouvernement, qui sont à même d'attirer et de faciliter les investissements générateurs d'emplois, de débouchés et d'espoir pour la future Gaza. Donc la future Gaza, c'est ça, et c'est ça sans les Palestiniens, et c'est ça avec en plus des possibilités de passer des contrats sur les ressources naturelles. Donc si vous voulez, c'est un vrai cauchemar en réalité, cette résolution. Donc, elle est, à mon avis, complètement contraire au droit international, puisqu'elle viole les normes fondamentales qui ont été rappelées par la Cour internationale de justice 1 an avant. Et en plus, elle est contraire au droit international parce qu'elle a été adoptée dans des circonstances tout à fait problématiques. À mon avis, elle a été adoptée sous la contrainte, puisqu'elle fait entrer en vigueur d'abord un plan Trump qui a été imposé au groupe palestinien par la contrainte, hein, c'est la méthode Trump, hein. Si vous n'êtes pas d'accord, vous serez tous morts. En gros, c'est la méthode Trump. C'est pour ça que je dis c'est une méthode mafieuse. La menace permanente. Donc, elle fait entrer en vigueur un plan qui a été adopté sur la contrainte et elle-même a été adoptée sous une forme de contrainte, puisque pendant les négociations, on a eu quelques informations et la Russie le dit dans ses explications de vote. Il y a eu des menaces, des manœuvres dans les capitales, enfin, je veux dire, au sein même des États qui siégeaient au Conseil de sécurité dans leurs capitales respectives et au Conseil de sécurité. Donc, menaces, intimidation, pression. Et juste avant le vote, une dernière pression exercée par le représentant des États-Unis qui dit juste avant le vote, j'invite vos auditeurs à télécharger cette résolution et les explications de vote parce que c'est quand même très intéressant. Et juste avant le vote,
le représentant américain dit, je vais citer quand même parce que c'est assez grandiose, euh, voter contre ce projet de résolution, c'est voter pour la reprise de la guerre. Bon, il parle de guerre, mais en fait, c'est la reprise du génocide. Le temps ne joue pas en faveur de la paix, ce n'est pas le moment de débattre à l'infini ou de faire des effets de manche. Comme pour une bombe à retardement, le compte à rebours a commencé. Par conséquent, nous devons voter pour ce projet de résolution, non pas à titre de compromis, mais comme un pacte pour les enfants de Gaza. Donc ça veut dire, vous votez, sinon, eh bien, c'est la reprise du génocide. Et le pacte pour les enfants de Gaza, c'est si vous ne votez pas, ils vont tous mourir. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, personnellement, bah, je n'ai pas une expérience aussi longue que la vôtre ou celle d'Omar, mais j'ai quand même regardé, vu pas mal de résolutions du Conseil de sécurité, parfois qui n'étaient pas très satisfaisantes. Mais à ce niveau-là, moi, je n'ai jamais vu ça. Une résolution adoptée sous ce type de contrainte et prévoyant, autorisant un plan qui est totalement illicite, qui autorise un groupe mafieux à prendre le pouvoir à Gaza sans prendre en compte du tout l'autodétermination palestinienne. Et en plus, là, je crois que ce qu'on va voir, c'est pas seulement ça, c'est aussi l'effacement du génocide. Je pense que cette résolution, si elle est mise en œuvre, va permettre d'effacer les traces du génocide, puisque qu'est-ce qu'il est question de faire? De détruire et de reconstruire, c'est-à-dire qui va aller chercher les corps sous les décombres, qui va aller creuser pour retrouver les charniers? Personne. C'est le moyen d'effacer les preuves du génocide, qu'on commence déjà à effacer aussi les preuves numériques, me semble-t-il. Donc, non seulement il n'y a pas de responsabilité d'Israël, mais ça va permettre aussi de construire la Riviera sur un charnier, de faire disparaître les éléments du génocide. Donc, c'est vraiment, mais franchement, je m'anime un peu en parlant parce que c'est vraiment absolument effarant. Et je crois que on peut expliquer le fait qu'elle ait été votée par les pressions qui ont été exercées, par cette hyperpuissance qui est devenue totalement perverse et mafieuse. Mhm. C'est-à-dire, en d'autres termes, le Conseil de sécurité a carrément donné carte blanche à un homme, disons-le, à un homme avec son équipe de faire ce qu'il veut. D'ailleurs, Absolument, absolument. dans Il a la, Et, donné carte blanche. Il a donné carte blanche avec un pistolet pointé sur la tempe. Parce c'est ça, qu'on c'est on ça. a bien vu, c'est quand même assez inouï, comme le dit Raphaël, à mon avis, c'est unique dans les annales. Cette résolution a été adoptée quasiment sous la pression, sous la forme d'un chantage. Un chantage sous la forme de menace. C'est pour ça qu'effectivement, la qualification de résolution mafieuse me paraît tout à fait appropriée. Quand on obtient des avantages indus de la part d'un partenaire mis en position d'être menacé, effectivement, c'est un racket. C'est une position mafieuse. Et moi, je dirais non que seulement. du point de vue du droit, comme cette résolution, dans son contenu, viole ce qu'on appelle en droit international des normes impératives ou le jus cogens, dans son Mm, contenu, elle viole le jus cogens, mm, elle doit donc être considérée comme nulle, et dans son adoption, elle viole aussi le jus cogens, parce que euh, mm. un traité ne peut pas être conclu sous la contrainte, c'est la base Voilà, du droit international, c'est-à-dire absolument. la contrainte est une cause de nullité, une contrainte exercée sur les États, c'est une cause de nullité. Là, elle est exercée sur les États et par le moyen d'un chantage sur les enfants de Gaza. Donc, du point de vue du contenu et du point de vue de la procédure d'adoption, elle doit être considérée comme complètement illicite. Moi, c'est ce que j'essaye de plaider parce que je pense que les États ne doivent pas participer au système mis en place. Alors, et j'ajouterai juste un point, puis on y reviendra, je redonne tout de suite la parole à Omar. Euh, quand on regarde les explications de vote sous la résolution, il y a 15 membres au Conseil de sécurité. On voit bien que, bon, à part la France, le Royaume-Uni, évidemment les États-Unis, Panama et la Grèce, les autres États sont extrêmement embarrassés. La Chine et la Russie, qui n'ont pas, enfin, qui se sont abstenus, sont extrêmement critiques. Et les autres États plus fragiles qui ont été contraints de voter pour,
eh bien, expliquent bien, soit ils expliquent que la résolution est illicite, soit parce qu'ils sont sous une telle contrainte, ils formulent un discours de manière différente, mais c'est extrêmement intéressant à analyser. Ils réinterprètent la résolution, ils donnent de la résolution une interprétation conforme au droit international. Donc ils la réinterprètent complètement, ils lui font dire ce qu'elle ne dit pas, mais ça montre bien que 10 États sur 15 sont absolument effarés de ce qu'on les oblige à voter en fait. Tout à fait. Et là-dedans, il y Tout a à fait. l'Algérie, il y a le Pakistan, il y a la Sierra Leone, il y a toute une série d'États qui vraiment expriment des critiques très très vives. Donc ça, je pense que c'est intéressant à noter parce que on pourra s'en servir peut-être à un moment ou à un autre de ces explications de vote. Je Oui, en reviendrai tous les cas, sur ce c'est point un que je voulais. texte qui va faire date dans les annales des institutions internationales. J'ose pas dire du droit international, parce que c'est une contravention directe, c'est une violation du droit international entérinée par le Conseil de sécurité malgré tout. Mais ce qui m'a frappé, moi, c'est la formulation aussi. C'est la formulation de cette résolution. Elle est en fait un langage à la fois d'entreprise et un langage quasiment enfantin d'écrire la Riviera dans les termes choisis par Trump, c'est entre le grotesque et le ridicule. Franchement, on voit pas, on voit pas de ligne directrice mature. Comment imposer la construction d'une sorte de Dubaï ou de Singapour sur un charnier en l'expliquant que ce sera un avenir lumineux pour une population qui ne sera pas celle qui a été génocidée, très visiblement, on est à la fois dans le comble du cynisme et dans un irréalisme absolu. Comment cela peut-il être imaginé? Comment cela peut-il être mis en œuvre? Et ce conseil de paix, pour en revenir sur la préoccupation première de Kamel, ce conseil de paix, par qui est-il animé? Quels sont les mécanismes qui vont le réguler? Quels sont les hommes qui vont le faire vivre? C'est extraordinaire comme démarche, c'est sans précédent. Hmm. Il y a un point intéressant ce que vous soulevez tous les deux, c'est les positions des membres du Conseil de sécurité non permanents. Cela, ça mérite une explication à part. Mais avant, j'aimerais revenir sur la position des Russes et des Chinois, qui sont donc membres permanents, qui ont le droit de veto, mais qui se sont abstenus. Alors, il y a eu quand même un épisode très intéressant que j'avais suivi, c'est que les Russes, au début, ils ont fait une contre-proposition qu'ils ont fait circuler au Conseil de sécurité euh, qui était concurrente à celle des Américains, mais malheureusement, ou enfin, ça n'a pas abouti, ce qui est parfois le cas des résolutions. C'est assez ordinaire. Mais ce qui était intéressant, c'est que les réserves des Russes concernaient l'absence de l'ONU dans le plan de Donald Trump. C'est-à-dire, l'ONU ne figurait nulle part dans ce plan. Et d'ailleurs, dans la résolution, il y a un seul point où le Conseil de sécurité doit recevoir tous les 6 mois un rapport de ce Conseil de paix. Mais sinon, on ne trouve l'ONU nulle part, dans aucune étape de ce plan. Bref, donc, la question est, qu'est-ce qui explique cette position des Russes et des Chinois? Est-ce qu'il y a eu euh, des deals, des négociations en coulisses qui leur ont permis de laisser passer ça en obtenant autre chose en contrepartie? Ou bien ils ont cru à la fable de la paix de la fin de la guerre? Ou qu'est-ce qui explique la position de ces deux puissances
qui ont la capacité quand même, théoriquement, de bloquer une telle anomalie, disons. Ben, ça, c'est peut-être que Omar aura plus d'idées sur le sujet. Moi, je pense que parce que là, c'est très difficile de savoir. C'est pas forcément dit dans les explications de vote. Euh, les Russes et les Chinois formulent beaucoup d'objections dans leurs explications de vote. Et je crois que la proposition russe alternative, qui était tout à fait satisfaisante, puisque dans mon souvenir, elle renvoyait au secrétaire général des Nations Unies pour construire un système acceptable, parce qu'il y a déjà eu des formes, je dirais, d'autorisation, de gestion de territoire dans l'intérêt des peuples, on l'a déjà vu, mais sous contrôle onusien. Donc je pense que les Russes renvoyaient au secrétaire général pour avoir un plan beaucoup plus satisfaisant. Mais ce qu'on a su des négociations, c'est que précisément les États-Unis ne voulaient pas que ce texte soit discuté, et c'est à ce moment-là qu'ils ont dit si vous ne votez pas notre texte, il y aura de graves conséquences pour les Palestiniens de Gaza. Donc des menaces directes. Alors est-ce que ça a intimidé les Russes ou les Chinois? Je ne sais pas. En tout cas, je crois que les Russes et les Chinois ne sont certainement pas naïfs. Mais ce qu'ils expliquent, ils expliquent clairement les raisons de l'illicéité de la résolution. C'est pas que l'absence de l'ONU, c'est le non-respect du droit du peuple palestinien à disposer de lui-même qui est au cœur de leur critique. Euh, mais ils insistent sur le fait, alors je ne sais pas si c'est l'explication réelle, mais pour se justifier de ne pas voter contre, ils insistent sur le fait que un certain nombre d'États arabes ont donné leur accord, n'ont pas voulu soutenir leur texte alternatif. Et ces États, ce sont, je vais les citer parce qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Ils sont cités, hein, c'est Qatar, Égypte, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Turquie, Pakistan, Indonésie et Jordanie. Donc ces États-là, dans les négociations, sont venus en soutien de la proposition Trump et n'ont pas soutenu la Russie, selon ce qui est dit par la Russie. Et en plus, les États-Unis ont obtenu l'aval de l'autorité palestinienne. Donc il y a un grand nombre d'États qui disent, bah, écoutez, tous ces États arabes proches de la bande de Gaza sont d'accord, l'autorité palestinienne est d'accord, donc bah, qu'est-ce qu'on peut faire en réalité? Donc si vous voulez, je pense qu'il y a, bien sûr, l'autorité palestinienne est sous une énorme pression, mais le fait qu'elle ait donné son accord a facilité l'adoption de cette résolution. Et donc moi personnellement, mais c'est pas mon affaire, c'est pas, je suis pas palestinienne, mais je pense qu'on a un énorme problème de représentation de la Palestine à l'ONU. Même si, bien entendu, l'autorité palestinienne et les diplomates de l'autorité palestinienne sont également sous pression. Mais néanmoins, je ne sais pas, donner son accord à cela, c'est vraiment abandonner Gaza. Donc, ça me semble extrêmement problématique. Ça, officiellement, c'est ce qu'annoncent les Russes et les Chinois. Hein. On ne pouvait pas faire autrement parce que notre projet n'a pas été soutenu ni par la France ni par le Royaume-Uni. On peut l'imaginer qui soutenait Trump. Plus les États de la région, plus l'autorité palestinienne ont soutenu le projet Trump. Et puis, il est vendu quand même comme permettant la fin des bombardements et la reprise de l'aide humanitaire. C'est quand même ça aussi qui est dans la résolution. Hein, donc, et puis les Russes à la fin, ils disent, vous ne pourrez pas dire que nous ne vous aurons pas prévenu. Hein, les membres ne pourront pas dire que nous ne les avons pas prévenus, les membres du Conseil de sécurité. Donc, il y a un peu l'annonce d'une catastrophe ou d'un échec dont les Russes auraient prévenu. Alors peut-être que j'ai entendu dire que les Russes et les Chinois espéraient que ça s'écroulerait et donc n'ont pas voté, n'ont pas bloqué pour mettre peut-être les États-Unis en difficulté. Mais là, franchement, c'est vraiment de la spéculation. Je ne peux pas répondre à la question pourquoi les Russes et les Chinois n'ont pas exercé leur droit de veto. Omar, Mais, est-ce que tu peux donner quelle est ta lecture politique, toi, de la position des Russes et des Chinois après l'exposé de
Bah, et ce que disent, séparer des Allemands. ce qu'a dit Raphaël est le cœur de l'argumentaire des Russes et des Chinois. Ce qu'ils disent aussi, en aparté, c'est que les Américains ont la main sur la région par Israël interposé, alors qu'eux n'ont pas de levier direct. Donc leur influence passe effectivement par les États de la région, alors que les Américains, eux, ont un embrayage automatique avec Israël. Ça, c'est l'argument qu'ils mettent en avant. Mais on sait bien que les Russes et les Chinois négocient par ailleurs avec les Américains sur d'autres terrains. Les Russes, très évidemment, en ce qui concerne l'Ukraine, les Chinois, en ce qui concerne la mer de Chine méridionale, Taïwan et les accords commerciaux internationaux. Donc, ils n'ont pas intérêt à afficher une position de rupture brutale avec les États-Unis et essayent de garder, autant que faire se peut, des canaux ouverts. Et ils pensent, bon, les diplomates russes en tous les cas le disent, ils pensent que la position d'abstention permet de négocier de manière, au jour le jour, de manière pragmatique, c'est le mot qui est utilisé, avec les Américains pour atténuer un peu les effets de cette résolution aberrante. Voilà. Donc il y a de la réelle politique et de la négociation un peu sordide, mais dont effectivement la victime est le peuple palestinien. S'agissant de l'autorité palestinienne, cette autorité n'a visiblement plus aucune représentativité légale, hein. Le président de cette autorité est installé en dépit du fait qu'il n'a pas été élu, qu'il n'est plus élu depuis des dizaines d'années, je ne sais plus depuis combien de temps, cette autorité n'a plus de légitimité électorale, n'a plus de légitimité, de l'égalité politique, de l'égalité juridique, de l'égalité effective sur le terrain. C'est une autorité qui est une coquille vide qui sert de supplétif à l'administration israélienne dans la région. Voilà. Mhm. Donc, en ce qui concerne les Russes et les Américains, c'est clair qu'ils ont été mis devant un fait accompli. Les Chinois, les Américains. Pardon, les Russes et les Chinois, excusez-moi. Oui, oui, excusez-moi. Les Russes et les Chinois ont été mis devant un fait accompli vis-à-vis duquel ils avaient assez peu de marge de manœuvre. C'était soit la rupture par le refus, par le veto, soit une espèce de maintien de canaux ouverts par l'abstention. Voilà. Mhm. Donc les explications de vote telles que les présente Raphaël sont effectivement extrêmement intéressantes. Ces explications de vote, pour embarrasser qu'elles puissent paraître, réduisent considérablement dans les faits la signification du vote des membres non permanents. Les membres permanents qui ont voté pour sont des vassaux mécaniques. Ce sont des satellites des Américains. Eux, leur explication de vote n'a aucun intérêt, sinon purement casuistique, hein, purement formel. La réalité je crois que c'est le Pakistan qui a fait une très belle explication de vote, qui est en fait une sorte de négation de son propre vote. Donc, et effectivement, cette résolution va rester, à mon avis, dans les annales comme un moment clé de l'effondrement, non pas du droit international, mais du système des organisations nées après la Deuxième Guerre mondiale. Là, il y a une sorte de spasme, d'arrêt, d'arrêt de la signification politique de l'Organisation des Nations Unies. Ouais, Là, alors, quand l'ONU revient sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et ne peut plus condamner un génocide qui se déroule au vu et au su de tous, on est quelque part dans une sorte de moment clé de rupture avec l'ordre qui s'est établi après l'effondrement du nazisme en 1945. alors si on dit que, enfin, si on peut constater que
du moins visiblement, les Russes et les Chinois ont été mis devant le fait accompli. Alors on peut imaginer la pression qu'ont subi les autres États avec leurs Absolument. faiblesses et leurs fragilités, etc. Euh, on peut imaginer tout à fait ça. Alors, j'aimerais soulever un point de droit très particulier avec Raphaël, c'est qui détient, parce que là, on est en train de parler d'investissement immobilier, de Riviera, éventuellement de ressources dans la mer, du gaz, on parle du gaz de Gaza, etc., etc. Mais la question toute simple, qui détient l'acte de propriété de Gaza? Qui peut vendre quoi que ce soit à n'importe qui? Qui que ce soit. C'est une question très, très bête que je me pose. C'est comment on peut construire un bâtiment sur un terrain il appartient à qui, ce terrain? Ben, c'est une des raisons pour lesquelles cette résolution est complètement illicite, c'est-à-dire que il est clair que cet espace de Gaza est considéré comme relevant du peuple palestinien. Ça lui appartient, de même que les ressources naturelles. Algeria Watch, vous connaissez certainement la thématique de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles euh, dont Tout à fait, jouissent les peuples, dont jouissaient les peuples colonisés qu'ils ont fait valoir au moment de la décolonisation. Donc, bien pour sûr. le droit international, le territoire occupé, y compris Gaza, relève de la souveraineté de l'État à venir et en tout cas relève du peuple palestinien. C'est pour ça que euh, moi, je pense que tous les contrats qui pourront être conclus par ce conseil qui a la personnalité juridique sur les ressources naturelles et même les contrats de reconstruction, parce que les contrats de reconstruction ne sont pas faits sur la base des choix du peuple palestinien, de ses propres choix de développement. Or, dans le droit à l'autodétermination, il y a évidemment l'autodétermination politique. Vous choisissez qui gouverne, mais aussi les choix de développement économique et sociaux. Or là, ils vont être mis en péril puisque c'est pas les Palestiniens qui vont décider la manière dont sera reconstruite Gaza. Et c'est pas eux qui vont passer les contrats sur les ressources naturelles. Donc moi, je pense que tous ces contrats ou traités qui seront pris par ce Conseil Trump doivent être considérés comme illicites, contraires au jus cogens, contraires au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ça me renvoie à un contentieux récent que vous avez certainement suivi sur le Sahara occidental, puisque le Maroc a passé, l'Union européenne a passé avec le Maroc un traité ou plusieurs traités sur le commerce au Maroc, mais aussi l'exploitation des ressources naturelles. Ceci incluait les ressources du Sahara occidental. Alors, le Front Polisario a réussi à agir devant le tribunal de l'Union européenne et a réussi non pas à faire annuler techniquement, mais a réussi à mettre en cause ces traités conclus. Et la Cour de justice de l'Union européenne, sur la base du droit du peuple sahraoui à disposer de lui-même, a dit que ces traités ne devaient pas s'appliquer au territoire du Sahara occidental, que l'Union européenne n'avait pas le droit de passer ces traités avec le Maroc. Donc elle a demandé, la Cour de justice de l'Union, à la Commission européenne de renégocier ces traités pour qu'ils ne s'appliquent pas au Sahara occidental. Donc si vous voulez, c'est exactement la même forme en pire, c'est-à-dire qu'il va falloir considérer que ces traités, ces contrats passés par ce clan mafieux au détriment du peuple palestinien sont complètement illicites. Le problème, c'est qu'ils ne seront pas illicites dans le monde de Donald Trump. Mais par contre, je pense que les sociétés européennes ou les États européens, en dépit du fait qu'ils se soient précipités en Égypte à Sharm el-Sheikh pour applaudir au plan Trump en octobre 2025, eh bien, ne devraient pas participer parce que, évidemment, tous ces traités, tous ces contrats seront illicites précisément pour la raison que vous dites, c'est-à-dire que ces ressources ou ces choix de développement appartiennent aux Palestiniens en droit international, jusqu'à preuve du contraire. Oui, Je voudrais juste absolument. rebondir sur ce qu'a dit euh,
sur la réelle politique russe et chinoise. Ce qu'a dit Mm. Omar, on voit bien que pour le moment, la Russie n'a pas définitivement, même pas du tout décliné de participer au Conseil Conseil de de paix. Trump, hein. Les Chinois non plus. Donc c'est assez inquiétant, bien sûr. Je pense qu'ils attendent de voir et peut-être ils se disent, bon, vaut peut-être mieux être à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc là, on est sur le prolongement de cette réelle politique qui s'expose plus clairement depuis quelques semaines. Et puis aussi sur ce qu'a dit Omar, très intéressant sur le langage pseudo-entrepreneurial du plan Trump, qui a un côté très enfantin, c'est vrai, enfantin mais Oui. extrêmement dangereux. Et je trouve que l'illustre parfaitement le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, qui, comme vous le savez, s'est exprimé à Davos pour présenter la nouvelle Gaza, le nouveau plan de développement de Gaza, la Riviera, et il parle de master plan. Et vous avez là, c'est très étrange parce que vous avez une parole à la fois quasi, c'est vrai, pas très professionnelle, plutôt enfantine, et en Mm. même temps totalement perverse. Mm. C'est très surprenant ce langage mixte. Mais je pense que ces élites, puisque là on est face à des élites, je dirais, qui vivent dans un autre monde que le nôtre, c'est vraiment impressionnant. Et c'est quand même très effrayant parce que ils ont une puissance de nuisance extrêmement importante. Euh, et ce sont des élites, les proches de Donald Trump, Silicon Valley, les entreprises de la Silicon Valley, Palantir, Peter Thiel. Peter Thiel, on en a parlé récemment puisqu'il est venu, il a été invité en France à l'Académie des sciences morales et politiques et reçu par le ministre des Affaires étrangères. C'est un technofasciste, c'est quelqu'un qui a une idéologie clairement suprémaciste. Donc, vous avez une alliance fasciste en réalité et suprémaciste sur ce projet Gaza. Et ce projet Gaza, moi je ne veux pas trop empiéter sur ce qui sera dit après, se prolonge désormais par la charte Trump du Conseil, la charte du Conseil Trump qui cherche finalement à supplanter l'ONU, hein. C'est ce qui a été présenté juste avant Davos. Donc là, ça va plus loin que la résolution 2803, même si c'est basé sur la logique 2803. Alors moi, j'ai pas fait l'analyse historique, si vous voulez, mais je pense que ce plan de Trump de septembre-octobre, validé par le Conseil de sécurité en novembre, il est discuté depuis longtemps, il est envisagé, il est travaillé depuis longtemps. C'est pas venu comme ça. Je pense que c'est un plan basé, enfin, d'après les informations qu'on a, bien sûr, c'est à vérifier, sur un projet Kouchner, Witkoff, avec d'autres alliés, d'autres agents du capital américain. C'est pas arrivé par surprise. Je pense qu'ils y travaillent depuis longtemps et dans certaines interviews, on voit qu'ils le disent. Ils disent, on y travaille depuis 2 ans. Et vous avez des interviews de Kouchner qui dit, je pense en 2023-2024, après le début du génocide, que voilà, Gaza, c'est un super lieu pour investir, pour faire une Riviera. Donc, C'est une nouvelle Côte tout d'Azur. ça est construit. On est en présence moi, je dis juridiquement, on est en présence d'une entente criminelle. Alors, c'est pas la première fois. Je pense que ça existe souvent dans le monde international et dans le monde économique. Mais là, je dirais l'intérêt, c'est elle est visible. On la présente, on transforme cette entreprise criminelle en une organisation internationale. Je dirais que c'est quand même assez rare et comme le soulignait Omar, je pense qu'on est face à quelque chose d'absolument inédit. Et en même temps, c'est pas inintéressant, je veux dire, pour la critique qu'on peut formuler, parce que normalement, ça se voit pas, ça se fait Mm. pas en public. Là, c'est fait en public. C'est annoncé clairement. Vous avez maintenant euh, le, le texte de cette pseudo-nouvelle organisation internationale où seront mêlés des États, des agents du capital qui ont à peu près la même place en réalité. Donc, c'est vraiment intéressant parce que, enfin intéressant pas politiquement, je trouve ça absolument catastrophique et extrêmement dangereux. Moi, je suis extrêmement inquiète parce que c'est pas drôle du tout, c'est quelque chose qui peut fonctionner. Mais vous l'avez
exposé sous vos yeux, alors que je pense que d'habitude, ces choses-là se font. On en trouve des traces peut-être après dans les archives, vous voyez, les historiens retrouvent des choses. Mais là, non, c'est dit clairement. Donc ça, c'est à la fois intéressant et particulièrement effrayant parce que peut-être que ça montre qu'il n'a pas besoin de cacher au regard de la puissance de ces personnes. Je ne sais pas. Oui, à mon avis, c'est un état d'évolution du capitalisme mondial. C'est un moment décisif de l'évolution de ce capitalisme. Je me souviens, à propos de réalité, ce que disait l'entourage de George W. Bush au moment de la guerre en Irak, celle de 2003. On lui disait, mais enfin, il y a la réalité. Et il avait répondu, mais la réalité, c'est nous qui la faisons. Donc, ces gens ont un rapport un rapport au monde qui est un rapport de puissance. C'est une puissance qui se sait néanmoins déclinante, qui se sait en recul, et qui n'a plus pour argument que la force brute. Le discours droit de l'homiste, le discours de démocratisation a disparu de, de, de leur agenda. Aujourd'hui, il n'est plus question que d'un rapport de force brutal, mais un rapport de force où il y a quand même la conscience de l'émergence de puissances alternatives. Et on voit bien dans l'impérialisme américain, dans l'entourage de Trump, la reconnaissance du fait que la Chine est un partenaire obligé, que la Russie est un partenaire obligé et qu'il convient de se mettre d'accord, à leurs conditions évidemment, de se mettre d'accord avec ses interlocuteurs adversaires sur un partage du monde. Et donc il y a à la fois une grande violence dans ce qu'ils considèrent être leur périmètre d'influence, leur périmètre de domination, c'est-à-dire l'hémisphère nord globalement, et une sorte de propension à la négociation sur les autres territoires. On a bien vu, comme illustration de ce recours à la force, ce qui s'est passé au Venezuela, qui est quand même assez extraordinaire. En termes de, je ne sais pas ce que Raphaël, en sa qualité de juriste, peut nous dire de l'enlèvement d'un chef d'État, qu'il soit bien ou mal élu, c'est une autre question, mais l'enlèvement militaire, ou en tous les cas d'un chef d'État par un État étranger, je crois qu'on n'a pas vu ça depuis les Mongols en Afghanistan au XIIIe siècle. Donc il se passe des événements tout à fait extraordinaires du point de vue de l'impérialisme aujourd'hui. Il ne se cache plus. L'impérialisme aujourd'hui est obligé de s'avouer dans sa nudité. Quand le président des États-Unis dit qu'il est le président du Venezuela, qu'il va vendre le pétrole du Venezuela au profit de son entourage immédiat, on ne peut pas être plus explicite. Et à mon avis, aujourd'hui, cela traduit un niveau de dangerosité inédit de la part du capital américain, du capitalisme occidental, parce qu'on peut dire que les Américains aujourd'hui sont le moteur d'un système qui comprend malheureusement l'Europe occidentale et le Japon. Donc là, il y a un moment de cette histoire où le droit international est pris en quelque sorte, est mis de côté, il est suspendu. Et je crois que une des questions fondamentales du point de vue des militants politiques, du point de vue des acteurs politiques, c'est de maintenir, de conserver autant que possible, défendre l'idée du droit international, de la résolution pacifique du conflit, des bases de ce droit international qui sont l'autodétermination des peuples, à le mettre à l'abri de ces folies meurtrières, effectivement, d'un capitalisme qui est devenu criminel. Je- J'aimerais revenir sur, juste pour peut-être compléter ce qu'a dit Raphaël à propos
du plan de Gaza et de ce conseil de Trump. Elle dit que dans leur déclaration, ils disent qu'ils y réfléchissent depuis longtemps. À mon avis, ce plan de Gaza est un prolongement des accords d'Abraham qui ont été interrompus dans leur élan par la non-réélection de Trump. Euh, et donc, c'est un projet qui Ancien. macère qu'on tient depuis de nombreuses années. Et la conclusion, c'est ça. C'est-à-dire que les accords d'Abraham, c'est quoi? C'est l'instauration d'Israël comme la force supérieure du Moyen-Orient qui domine toute la région. Et Gaza, bien sûr, devient un territoire ouvert aux investisseurs et aux commerçants ou aux bandits ou tout ce qu'on veut. Donc, effectivement, ça ne peut pas venir comme ça de ex nihilo, c'est ce plan. C'est une vieille histoire qui s'est prolongée. Alors, peut-être pour compléter et finir conclure la discussion, il y a un point quand même très important de tout ce qu'on a évoqué, c'est justement cette histoire de l'ONU. C'est-à-dire, est-ce que vous ne pensez pas que, objectivement, l'offensive de Trump et de ses sbires, euh, avec ce conseil de paix permanent qu'il a instauré, avec le char, etc., et l'offensive criminelle de Benjamin Netanyahu à Gaza et ailleurs dans le Moyen-Orient, est-ce que ces deux actes très importants ne vont pas enterrer le droit international et puis aussi signer l'acte de décès peut-être de l'ONU, comme la Société des Nations a disparu, peut-être que l'ONU va disparaître. Qu'en pensez-vous? Alors, bah, je ne sais pas. Nous verrons. Pour le moment, la- l'organisation prétendument alternative à l'ONU n'a rassemblé que 21 États. On est quand même très très loin de ralliement global. Euh, S'agissant de Gaza, la force qui doit être déployée, pour le moment, il y aurait peut-être que le Maroc, et encore, il est plutôt sur une opération de maintien de la paix, l'Indonésie. Donc tout ça n'est pas encore réalisé. Je pense qu'il ne faut pas nécessairement considérer que c'est fait, même si on est face à des puissances extrêmement importantes et des méthodes criminelles. Euh, je pense, moi, que l'ONU, d'après les informations que j'ai, parce que moi je suis pas à l'intérieur de l'ONU, mais on a des observateurs qui, par exemple comme Craig Mokhiber ou Alfred Desayas, qui ont Oui. travaillé longtemps à l'ONU et qui expliquent ce qui s'y passe. Ça fait bien longtemps que les États-Unis et Israël sont à la manœuvre à l'ONU pour, je dirais, pervertir l'ONU de l'intérieur. Mais ils n'ont pas complètement réussi, hein. La Cour internationale de justice, l'Assemblée générale ont fait des choses. Alors bien sûr, elles n'ont pas été jusqu'au bout, surtout l'Assemblée générale, mais je pense que c'est pas complètement prêt à céder. Donc maintenant, ils font de l'extérieur, vous voyez, ils organisent quelque chose d'alternatif de l'extérieur de l'ONU. Je ne sais pas ce qui peut se passer parce que j'arrive pas à mesurer l'importance, définitivement l'importance de leur puissance économique, financière et militaire. Donc, mais moi, je pense qu'en tout cas, pas en termes analytiques, mais en termes politiques, je rejoindrai Omar pour dire que je crois qu'il ne faut pas puisque j'ai des jeunes collègues hein, qui disent oui, de toute façon, le droit international, c'est un droit colonial, c'est un droit de domination, il faut tout jeter à la poubelle, et pareil pour Non, non, l'ONU. Moi, je surtout suis pas. pas d'accord. Je pense c'est pas le moment de laisser tomber. C'est le moment de défendre l'ONU, Oui, de lutter contre l'influence qui s'y exerce de la part des États-Unis et d'Israël, d'essayer de réduire cette influence, de convaincre les États de réduire cette influence. Par exemple, je ne sais pas, moi je disais ça l'autre jour à Genève chez Abdel Jalil, pourquoi pas envisager de changer le siège de l'ONU
Pourquoi c'est à New York? Parce que ça donne un pouvoir important aux États-Unis. Peut-être ça serait intéressant d'envisager de déplacer le siège dans un pays du Sud suffisamment puissant. Ça serait une image extraordinaire. Donc avant que l'ONU ne disparaisse, il y a peut-être des choses à faire pour lutter contre cette influence au sein de l'ONU. Moi, ça serait ma position. Mais je reviens sur Gaza parce que je pense que ce qu'ils sont en train d'essayer de construire, cette nouvelle organisation internationale, si on revient à Gaza, puisqu'il s'agit de gérer des conflits autres que la situation à Gaza, ce qu'ils cherchent à faire, je crois, c'est aussi organiser la déportation des Palestiniens, parce que avec ce Board of Peace qui pourra peut-être gérer la Somalie, gérer toute une série de territoires, eh bien, on va pouvoir finalement enfin déplacer les Palestiniens. Je pense que c'est ça qu'ils ont à l'esprit. Mais j'entendais aussi sur le site Drop Site News, qui est pas mal, hier ou il y a quelques jours, ils ont reçu une des premières résolutions de cette prétendue nouvelle organisation internationale, donc qui met un certain nombre, qui essaye de mettre un certain nombre de choses en place. Et s'agissant des Palestiniens de Gaza, le projet, c'est, il faut quand même le dire, c'est de construire des camps de regroupement biométrique, hein, où les gens seront contrôlés avec les systèmes biométriques, c'est-à-dire tout ça, ça fait jouer la big tech, hein, bien sûr, qui est associée à ce projet. Et aussi des radicalisations, et ça je rejoins sur ce que vous disiez sur les accords d'Abraham, puisque j'ai lu dans cet article que vous avez un projet de déradicalisation qui n'est pas simplement un projet de désarmement, mais d'imposition de programmes éducatifs aux Palestiniens, leur faisant oublier leur histoire, hein. Et ça, c'est basé sur les programmes construits par les accords d'Abraham, notamment les programmes éducatifs euh, dans les Émirats arabes unis, hein. Donc ça s'inspirerait, d'après Dropsite News, des programmes Mm. éducatifs des Émirats arabes unis. Donc vous avez quelque chose en effet, qui est le prolongement. Donc voilà, moi je pense on ne sait, c'est vraiment difficile pour moi de dire si l'ONU va disparaître. En tout cas, je pense que dans la charte de l'ONU, il y a des choses fondamentales. Il y a la souveraineté des États, l'égalité des peuples, les droits fondamentaux pour tous, le respect de tous les États, la non-intervention, l'interdiction du recours à la force ou de la menace du recours à la force. Il y a l'Assemblée générale où tous les États ont un vote, tous les États ont une voix, ce qui n'est pas le cas dans toutes les institutions internationales, voire FMI, Banque mondiale. C'est un forum de négociation qui reste essentiel. Donc je pense on devrait plutôt essayer de convaincre nos États et peut-être l'Union européenne. Bon, évidemment, ce qu'ils font en ce moment, c'est vraiment c'est pathétique. D'un point de vue stratégique, d'un point de vue politique, c'est absolument lamentable, mais ils vont peut-être finalement quand même se rendre compte un jour ou l'autre que leurs alliances ne sont pas les bonnes et que il va falloir peut-être changer d'alliance et peut-être que les peuples de l'Union européenne alors, vont peut-être aussi imposer des solutions différentes. Donc je crois qu'il ne faut pas abandonner le combat face à ce capital big tech et autres totalement perverti qui vit dans un autre monde parce que notre monde il est bien réel et c'est le monde, c'est notre monde que l'on doit préserver et il y a une offensive majeure à laquelle qu'il faut contrer. Je pense que c'est important de se baser sur les fondamentaux de la charte. Que dire de plus? Mhm. Alors, écoute, moi, pour être optimiste et aller dans le sens de Raphaël, j'espère que ce choc de Trump et de Netanyahou, cette offensive contre l'ONU, sera l'occasion d'une réforme de cette institution qui en a besoin, notamment la question du Conseil de sécurité, qui est devenu plus un instrument de blocage. On l'a vu pendant 2 ans de massacre à Gaza. Le Conseil de sécurité n'a rien fait pour arrêter le massacre. Peut-être que toutes ces attaques, toutes ces offensives contre l'ONU sera une occasion à la majorité des États, à l'écrasante majorité des États, d'imposer une réforme qui va dans le sens de l'équilibre du Si je monde. peux ajouter un petit point juridique,
En fait, je pense qu'il faut abandonner le Conseil de sécurité. Il faut, à la limite, même pas chercher à le réformer parce que on peut pas réformer la charte. Mais en revanche, on sait, là, c'est l'Assemblée générale qui devrait agir beaucoup plus, puisque quand le Conseil de sécurité est bloqué, dans le droit de la charte et dans la pratique de la charte, normalement, l'Assemblée générale reprend la main. Donc, il faut que l'Assemblée générale soit beaucoup plus offensive. Et c'est ça qui est un peu désespérant, c'est qu'elle ne l'est pas, si vous voulez. Donc, Oui, on a beau oui. dire le Conseil de sécurité, ça fonctionne pas. Oui, mais il y a des moyens de faire autrement dans la charte et dans la pratique de la charte. Donc, il faut vraiment que les États se réveillent, qu'ils reprennent la main, qu'ils Effectivement. reconquièrent leur souveraineté pour agir dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies. En oubliant le Conseil. Oui. Je crois que le mot-clé que Raphaël vient de prononcer, c'est le mot réveil des souverainetés. Parce que moi, j'ai l'impression que l'opinion internationale, les États sont dans un état de sidération. Il se passe ce que Trump a fait en termes de rupture de l'ordre international, a mis le monde dans un état vraiment de stupeur. On est stupéfait par la violence, l'arrogance, l'unilatéralisme méprisant de ce groupe d'individus, dont on Idéologie voit, raciste. oui, oui, le racisme, tout ce qu'on veut, et puis les pires déviances éthiques. Je ne cite aucune affaire en cours, mais on voit à quoi je peux faire référence. Le fait est que les États doivent effectivement se réveiller, les peuples doivent se réveiller. Et ils finiront par le faire, moi j'en suis convaincu. Je crois que la planification du démembrement du Moyen-Orient et de sa réorganisation sous l'égide d'une hégémonie israélo-américaine est vouée à l'échec. On voit bien aujourd'hui comment l'Arabie saoudite commence à évoluer dans ses rapports avec les États-Unis et avec Israël de manière tout à fait surprenante. On voit bien que tous ces États de la région qui étaient auparavant totalement obédients à Washington, viennent de dire qu'ils n'autoriseraient pas l'armée américaine à attaquer l'Iran à partir de leur territoire. Donc il y a quelques signes avant-coureurs peut-être d'un réveil des États et des peuples. Mais pour l'instant, je crois qu'il faut attendre un choc, un choc salutaire pour que ces États se réveillent et se rendent bien compte que ce que proposent les Américains est une entreprise mortifère, absolument destructrice de toute la solidarité humaine et menaçant l'humanité elle-même dans son intégralité. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci, Raphaël. Merci, Romain. C'était très Merci. intéressant, très éclairant. Et espérons que cet appel au réveil sera entendu pour le bien de tous. Merci Raphaël, merci beaucoup pour ces éclairages et cette intervention à la fois lumineuse, brillante et extrêmement pédagogique. On a appris plein de choses, hein. Les explications de vote, c'est très très important de les mettre en valeur, de les mettre en exergue. Merci camarade Rafik d'avoir animé avec brio cette discussion et à très bientôt, Inch'Allah. Merci à toute l'équipe d'Algeria Watch. Merci et j'espère qu'on se reverra pour d'autres discussions aussi Ah passionnantes. oui, À bientôt. ah, c'est certain.